Je vais te poser une série de questions, enfin, je vais te poser une série de mots. Faut que tu me donnes la définition si. Ça va. Ouais, non, ça c'était. On passe. On passe. Vaut mieux passer. Je termine par le. Oh là là. Bon. Bonjour Bafé, Bonjour. merci de nous recevoir ici chez toi à Lyon. Un plaisir. Toujours un plaisir de parler de football. Ouais. Franchement, merci beaucoup. Tu as joué dans plusieurs clubs, Marseille, Saint-Etienne, Lyon. Pourquoi tu as choisi Lyon et déjà pas Saint-Etienne pour y vivre? Tout d'abord, la vie. Ouais. Saint-Etienne, c'est une ville avec une ville minière, c'est l'entraide, c'est pas une aussi belle ville que Lyon, on va dire. D'accord. Et puis, Lyon, c'est une belle ville. Et puis, j'ai grandi à Saint-Etienne, mais je suis devenu un homme à Lyon. Ok. C'est-à-dire que j'ai eu un enfant à Lyon, j'ai voulu construire ma vie de famille ici. Et puis, c'était la région que je connaissais le mieux, parce que j'avais vécu 15 ans à Saint-Etienne et à Lyon. Oui. 10 ans à Saint-Etienne, 5 ans à Lyon. Donc, il était logique que je revienne ici à Lyon. Comme ça, je vois un peu mes amis stéphanois et puis mes amis lyonnais. Ok. J'ai mes repères. Je comprends. On va revenir un peu sur ta carrière. Déjà à Saint-Etienne. Tu as été formé là-bas. Hein. Tu sors du centre de formation de Saint-Etienne. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match à Saint-Etienne? Mon premier match en chaudron, ouais, je pense que c'est un match de Coupe de France face au Puy-en-Velay. Et un match de Coupe de France, et j'étais rentré, j'ai des brefs souvenirs, mais voilà, hein, c'est quand tu es jeune, tu rentres, tu cours un peu dans tous les sens pour montrer que tu as de l'envie et tu as envie d'exister dans ce nouveau monde qui est nouveau pour toi. Okay. Montrer que tu as ta place parmi l'équipe première. Mais j'avais pas marqué, j'avais pas été décisif, donc j'ai pas vraiment de souvenirs. C'est un club qui t'a forgé humainement? Oui, puisque quand tu arrives à 14 ans à Saint-Etienne, on était à l'ETRA, c'était quelque chose à l'époque c'était neuf, c'était magnifique pour un enfant qui a grandi dans les quartiers. On dit, tes parents te confient au directeur de centre de formation, on va s'occuper de votre fils au niveau de la scolarité, on va pas vous promettre que ça va devenir un professionnel, mais on peut vous promettre que ça va devenir un homme avec des valeurs. Okay. Et les valeurs stéphanoises sont axées sur des principes très forts comme l'entraide, la solidarité. Parce que vous savez, quand vous allez jouer dans des clubs comme Saint-Etienne, comme Lens, c'est pas les plus belles villes, mais ils ont cette entraide, encore cette chaleur humaine qu'on trouve rarement dans des grandes villes. D'accord. C'est ce que tu retiens un peu de ces années-là? Bien sûr. Après, plein de bons moments, parce que les centres de formation, tous les joueurs vous diront que c'est les meilleurs moments, parce que quand tu grandis avec tes coéquipiers qui deviennent des amis pour la vie. Le centre de formation, c'est magnifique. Mais tu apprends des petites bases de te lever, même si on me l'avait inculqué chez moi, mais de ranger ta chambre, quand elle n'est pas rangée, le directeur de centre, il jette tout, même si ça se fait plus, parce que maintenant, les jeunes, tu peux plus leur faire ça, mais ils m'ont fait devenir un homme avec des valeurs, et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. D'accord. Et c'est des choses, par exemple, quand j'allais à l'hôtel en mise au vert, j'essayais toujours de laisser la chambre propre. Et il dit, c'était la chambre de qui? C'était la chambre de Bafé Gomis, tu vois. Et c'est quelque chose que Saint-Etienne m'a inculqué. C'est important de toujours laisser le vestiaire ou ta chambre propre. C'est l'image. Et on voit maintenant, même les Japonais le font, et c'est souligné à chaque Coupe du Monde. Mais c'est des principes qu'on nous apprend au centre de formation. D'accord. Et ces années-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'était Stéphane Voisin, le vestiaire, les supporters ou l'énergie du stade?
Saint-Étienne, c'est surtout les supporters. Parce que tu sais, quand même quand on était en jeune, on était, voilà, cette marée verte, le peuple vert. Quand on partait jouer, on défendait les couleurs de Saint-Étienne en play-off. On était suivi par beaucoup de personnes, Et oui. des personnes âgées. On donnait du plaisir aux gens et c'était beau. Après, voilà, j'ai rencontré des magnifiques personnes. J'ai rencontré une maman qui m'a aidé, qui m'a prêté de l'argent, parce que quand j'ai débuté ma carrière, j'avais eu des petits soucis, parce que bah, tu es livré à toi-même, tu sais pas comment gérer les premiers salaires, les primes de montée et tout ça. Donc j'ai donné par exemple des choses à mes parents, à ma famille, et sans vraiment prendre compte et avoir conscience que bah, y a des impôts, il y a pas mal de choses à régler. Maintenant, c'est prélevé à la source, mais à l'époque, Ouais. fallait se doter d'un comptable ou d'un quelqu'un qui s'occupe des finances, et c'était pas le cas quand tu découvres. C'est que je déplore. Je pense que les joueurs du centre de formation, quand ils sortent, ils sont pas assez accompagnés. Je pense qu'ils devraient avoir Tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait plus d'accompagnement quand même? oui, plus d'accompagnement. Comment parler devant la presse, comment s'exprimer, parce que la communication, elle prend une importance énorme. Comment gérer alors parler devant la presse, l'image, et puis le relais financier, parce que quand on t'inculque, on te donne une éducation financière, bah, tu sais que quand tu commences à gagner des sous, bah, il y aurait moins de joueurs qui arrivent en fin de carrière et qui ont ces soucis financiers, même si personne est à l'abri de certaines choses. Quand tu étais à Saint-Étienne, tu sentais à un moment que tu pouvais viser plus haut ou pas en tant que joueur? Ça doit être l'ambition de chaque joueur. C'est Ouais. important. Quand Toi, tu vois comme ça. comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et c'est important pour ma part j'ai travaillé devant le but après chaque séance. Je m'infligeais des séances supplémentaires pour performer, pour être meilleur buteur de l'équipe, faire gagner cette ville. Parce que tu sais, quand tu es un joueur, même quand on est jeune, maintenant les jeunes, ils sont de plus en plus une grande confiance. Ils sont plus comme à notre époque. Et Comment tu l'expliques ça? Ah, c'est générationnel. Tu vois, aujourd'hui, on leur donne La plus de génération pouvoir. n'est plus- Nous, à notre époque, par exemple, aujourd'hui, il y a un jeune qui est sur la table de massage. Ouais. Et c'est bien parce que ben, ils vont prendre des soins et tout. Nous, ben, peut-être qu'un kiné ou un joueur d'expérience t'aurait dit que t'as rien à faire là. C'était d'autres codes. Ok. Aujourd'hui, on va dire le petit, c'est bien. Il est professionnel, il fait attention à son corps, il va durer et on lui demande d'être exigeant. Et je pense que c'est important parce qu'aussi, le football, il est de plus en plus jeune. Et de plus en plus dur un peu? Quand tu regardes la Ligue des Champions, Ouais. les équipes sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, il y a des joueurs, des équipes qui jouent avec des moyennes de 24 ans, des Ligues des Champions, alors que on leur demande beaucoup. Il faut beaucoup. Par exemple, une équipe comme Francfort, ils ont perdu des joueurs qui sont partis à Liverpool, tout ça, et on leur demande l'année d'après de performer en Ligue des Champions. Et leur modèle, c'est de recruter des jeunes joueurs. Cette expérience, d'où tu la trouves, tu vois. Donc c'est important et je suis content parce que le football, c'est aujourd'hui l'avenir, c'est les jeunes. C'est un métier de prendre soin de son corps, de manger équilibré, de dormir à une certaine heure, de arriver avant, faire ce travail de prévention. On le voit, nous en France, c'est pas notre fort. Maintenant, ça le devient, mais par exemple, un joueur comme Benzema, il a franchi un palier énorme à côté de Ronaldo et aujourd'hui, c'est un exemple jusqu'à être ballon d'or. Et je pense que ça, c'est les exemples qu'il faut suivre. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est celui-là. Si j'ai un regret dans ma carrière, c'est de ne pas avoir compris cela plus tôt. Et à un moment donné, cette maturité, tu es allé la chercher dans un autre club. Oui. Et tu as eu besoin d'aller la chercher dans un autre club? Oui, c'est pour ça que je suis content de ce transfert de Saint-Étienne à Lyon. Parce que le vestiaire lyonnais était un vestiaire qui avait gagné 7 titres d'affilée. Et quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois tout de suite cette différence. Comment tu l'as vécu, toi, ce choc? Bon, c'est pas un choc, parce qu'après, il y a la réalité du terrain. C'est pas parce que tu arrives 1 heure ou 2 heures avant que tu vas jouer le week-end ou que tu vas devenir forcément un meilleur joueur. Mais de passer on va dire, de Saint-Étienne entre guillemets, à Lyon. C'est l'ambition. Moi, malgré cette rivalité. Toi, tu voulais réussir. Moi, je voulais réussir. Je suis natif de Toulon.
Je cracherai jamais sur Saint-Etienne, sur aucun club, parce que Saint-Etienne, c'est le premier club, c'est celui-là qui a permis mon existence au plus haut niveau, Ouais. qui m'a recruté et qui a cru en moi. Mais je voulais faire une bonne carrière et aller plus haut. À l'époque, Lyon représentait le plus grand club français, avec le plus grand président, l'équivalent du PSG aujourd'hui. C'est vrai. Et c'était, voilà, c'était pas très loin, mais c'était un grand pas en avant pour ma carrière. Et j'ai découvert les soirées européennes de Ligue des Champions. On va y venir. Voilà, Parce que tu mets un mythique triplé, je suis obligé de t'en parler, contre Zagreb, c'est incroyable. Ouais, c'était une Comment belle tu l'as soirée. vécu ça, toi? C'était une des plus belles soirées que j'ai pu vivre en Coupe d'Europe. Tu vois, parce que on était quasiment condamnés. Le coach fait une équipe pour faire un peu de turnover. Il nous fait confiance, mais pas vraiment, tu vois. Il dit, bon, parce qu'il a un match important le samedi ou le dimanche. Et il se dit, si je mets l'équipe type, je risque de... pour se qualifier, il faut gagner par 3 buts d'écart. Et je vais laisser des forces. Et puis, Lyon doit jouer le titre. Donc, il met une équipe, mais il avait confiance à tout son groupe. Mais nous, si tu vas en Ligue des Champions et que tu dois te qualifier, tu mets souvent l'équipe type. Ah oui. Donc, Lyon joue sans Lisandro, qui était l'attaquant phare, sans certains joueurs. Donc, c'était un peu bizarre, mais voilà, on lui a montré qu'il pouvait compter sur tout le monde. Et puis, quand tu dis grand club, c'est qu'il y a toujours 3-4 grands attaquants dans l'équipe avec un ego comme pas possible. Personne ne veut accepter que oui, je suis le numéro 2, je suis le deuxième choix. Mais oui, c'était quelque chose d'une soirée énorme. Et puis il y a même Vida, le défenseur Vida. À un moment, on doit se qualifier. Et Jimmy Briand et moi, on va devant le but pour récupérer le ballon. Et puis Vida, il nous regarde, il nous fait un clin d'œil, style oh, calme, c'est tout. Et donc le lendemain, ils ont dit bon, c'était un match arrangé, regardez, Vida, il a fait un clin d'œil. D'accord. C'était ça l'anecdote de ce match, mais ouais, un beau souvenir. C'est celui qui te... Aujourd'hui, t'en parles encore. Tu t'en souviens encore? Ouais, on m'en parle encore. Et puis, ça a été longtemps un record. Après, je pense que Messi ou Ronaldo a gagné, a marqué en peu de temps. Mais j'ai longtemps eu ce record. On te décrivait comme un leader silencieux à Lyon. C'est vrai ou pas? Dans le vestiaire? Ouais, j'étais un leader, mais j'étais plutôt dans l'observation. Et vous savez, quand vous venez de Saint-Etienne, c'était pas facile, c'était un transfert pas facile que je conseille pas à une personne qui n'est pas patiente, qui sait pas prendre sur... Dans quel sens tu dis ça, m'a fait? Parce que tu viens de Saint-Etienne. Déjà, quand j'ai signé, les supporters m'attendaient. Ouais. Donc, ils regardent avec des a priori. Tu dois te faire accepter humainement avant d'être bon et te faire accepter sportivement. Et toi, tu t'y es pris comment? En restant moi-même. J'ai eu la chance d'avoir une belle éducation, mais des fois, j'ai eu des sifflets quand j'étais pas bon, ce qui peut arriver à tout le monde. Mais des fois, tu n'es pas bon. Mais le fait que tu viens de Saint-Etienne, on est moins patient avec toi, on est plus dur. Et je me suis servi de cette exigence qui venait des tribunes lyonnaises pour être meilleur. Voilà, je sais que je devais être bon, j'ai eu plus de concentration sur mes ballons. Quand j'avais une occasion, il fallait que je la mette. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une régularité. Et puis après, ils m'ont accepté. Aujourd'hui, si je vais à Lyon, c'est qu'ils m'ont définitivement adopté. Et moi aussi, tu vois, je suis heureux de vivre ici et d'avoir vécu 5 magnifiques années. Tu as eu besoin à un moment de partir à l'étranger? T'as eu ce besoin? Oui, parce que après Lyon, tu as fait le tour. C'était le plus grand club avec un grand président, un meneur d'hommes. J'ai eu la chance de le fréquenter pendant 5 ans, Jean-Michel Aulas. J'ai eu aussi la chance de passer des moments avec Bernard Lacombe, donc j'ai beaucoup appris. Et puis, vous savez, dans un club, dans un cycle, j'ai eu la chance de faire un cycle de 5 ans, ça se fait plus. C'est vrai. C'est des étapes, et puis le plus important, c'est de prendre du plaisir, d'en donner. Il n'y a que les supporters qui restent à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, je suis redevenu fan de football, supporter de mes anciennes équipes, Marseille, Saint-Etienne, Lyon. Et puis, c'est toujours un réel plaisir de retourner dans les stades où j'ai vécu, parce que ça me remémore des belles soirées, mais on est juste de passage. Et c'est important de le savoir, pas s'approprier la Ligue 1
ou un club. Non, on est tous de passage. Et maintenant, il y a des joueurs qui sont là, en place. Après moi, il y a eu Lacazette. Lacazette est parti. Ouais. Aujourd'hui, il y a Et d'autres revenu. attaquants. Ouais, il est revenu, mais aujourd'hui, il y a d'autres attaquants et il C'est faut vrai. les encourager. C'est le cycle. C'est comme ça. Chacun a son cycle et des étapes. Et c'est ce qui fait la beauté du football. Tu as dû partir un moment en Angleterre. Ouais. Et donc, tu as connu la première ligue. Tu arrives à Swansea. Ça se passe comment? Pas comme je le souhaite. Ouais. Pas comme je le souhaite parce que je choisis Swansea qui est un club moins huppé Oui. pour avoir ce temps d'adaptation et du temps de jeu garanti, comme avait dit. Bonny ne part pas et puis je n'ai pas le temps de jeu parce qu'on est deux profils similaires et puis on ne peut pas jouer à deux devant. Et je fais aussi cette erreur qu'on fait souvent dans le football français quand on part à l'étranger de ne pas être patient. Le coach, ils m'ont promis ça, ils m'ont dit que j'allais jouer, je ne joue pas. Et je vis mal le fait de ne pas jouer parce que j'ai cette ambition de revenir en équipe de France, Et oui. j'ai plein d'ambitions. Et donc, je ne prends pas mon mal en patience alors que tu dois t'adapter quand tu arrives dans un nouvel environnement. Mais c'était la première fois que je partais, je me frottais à une autre culture, une autre façon de penser, une autre façon de vivre le football. Donc, je ne fais pas preuve de patience. Quand je joue pas, je fais part de mon mécontentement assez vite. Je fais pas l'effort de parler français et tout ça. Et comme c'était pas une belle ville et tout ça, donc je tournais en rond. Mais c'est une erreur que j'ai faite, mais j'ai beaucoup appris parce que là-bas, tu vois, la culture anglophone, c'est... Bon, cette Alors, erreur, par contre, elle a servi à un club. bois du Red Bull, va à la muscu, Ouais. travaille dur, fais des sprints, alors que nous, en France, on a plutôt besoin de faire des intermittents, on monte progressivement. Mais eux, ils vont à la salle avant, et puis quand ils sortent, ils sont déjà prêts à faire des sprints. Et nous, en France, on était pas trop, comme je te disais, on va pas trop à la salle, et puis on sort, on monte crescendo dans notre entraînement, et ça, à Swansea, j'ai compris. Et donc, c'est pour ça que je me suis adjoint pendant cette période difficile une équipe, un préparateur physique qui me suivait, qui était Fabien Richard et David Cardier. Et voilà, j'ai commencé à travailler, franchir des paliers physiquement. Mais j'ai vu que sur les grands matchs, je pouvais répondre. Donc, j'ai fait le choix de revenir me relancer à l'OM, ces deux-là. Mais je savais que avant, je stagnais souvent dans les 15 buts par saison. Et là, je savais que j'allais franchir la barre des 20 facilement parce que je supportais des séances que je n'étais pas capable de supporter avant. Okay. Et l'intensité des matchs de première ligue, quand tu la supportes, on le voit aujourd'hui avec des joueurs comme Mateta qui ont franchi un palier à Crystal Palace, tous ces profils de joueurs. C'est parce qu'ils ont travaillé, et puis en plus on a le même préparateur physique. Et ces profils-là, quand ils arrivent en première ligue, ils arrivent pour s'imposer. Le fait que j'arrive à 28 ans, c'était un peu difficile, parce qu'après 2 ans, tu as 30 ans. Je ne voulais pas tenter cette chance, c'était important de revenir, me relancer en France. Et quand l'OM fait appel à toi, c'est quelque chose. On ne peut pas dire non à un retour à la maison. J'aime bien le terme parce que tu dis l'OM, enfin toi tu dis me relancer. Mais Marseille, à l'époque, quand ils t'achètent, ils sont à la recherche d'un attaquant. Et ils veulent un super attaquant. Et toi, tu as cette fameuse phrase qui dit Marseille pensait qu'ils allaient se relancer avec moi, mais c'est plus moi qui avais besoin de Marseille que Marseille avait besoin de moi. Oui, parce que avant cette année-là, il y a Lassana Diarra qui n'avait pas joué pendant 1 an. Et il arrive à Marseille, il se relance. Et il redécouvre même l'équipe de France. C'est vrai. Et j'avais le choix entre Marseille et Nice. Marseille, Nice et Bordeaux, je pense. Et Marseille avait le plus petit budget et la plus petite équipe, parce qu'elle était en reconstruction, le club était en pleine transition avant. Je suis persuadé que en marquant 20 buts à Lyon ou 20 buts à Marseille, il y a cette différence. Marseille, ça restera toujours Marseille. Quand il y a un problème à Marseille, comme on l'a vu cet été avec l'histoire Rabiot, tu vois que ça fait parler tout le monde. Ah oui. Le même problème dans n'importe quel club, on n'en parle pas autant.
Ou ça sort même pas. Ouais, où ça sort même pas. Ouais, tu vois ce c'est que vrai. je veux dire? Ouais, c'est vrai, Donc c'est vrai. Marseille, c'est ça. Donc quand tu fais bien les choses à Marseille, tu as voilà la presse. Il y a toujours, tu marques, tu feras la première page. Mais tu l'as vécu comment? Parce que fallait faire vite. Enfin, entre guillemets, fallait faire vite. T'étais prêté une saison. Oui, mais en une saison. T'es arrivé, t'as tout cassé, voilà, ouais. il y a eu Drogba qui l'a fait, il y a eu pas mal de personnes Oui, qui l'ont oui, fait oui. avant moi. Quand tu es bon sur une saison à Marseille, et puis quand tu es bon à Marseille, c'est pas que moi qui le dis, toutes les personnes qui ont porté ce maillot te diront c'est une pression énorme, mais quand tu es bon à Marseille, tu as joué à Marseille, tu peux jouer partout. Et on le voit, après cette période à Marseille, j'étais plus à l'aise dans mes clubs. Non, mais de toute façon, on l'a vu. Quand tu joues à l'OM, enfin, t'avais l'air plus libéré, plus. Ouais, non. Comment tu l'expliques ça? C'est quoi? C'est Marseille? Bon, c'est ma région déjà, tu sais. Oui, oui. Quand T'es natif de tu Toulon. viens du sud, Ouais. c'est une attitude, tu vois, c'est plus cool. Un tu peu vois. plus de soleil. Lyon, c'est plus structure, plus professionnel, plus, tu vois, Lyon, Marseille, tu vois, c'est plus calme, Ouais. c'est plus chaleureux, c'est autre chose, c'est Marseille. Par contre, le week-end, voilà, quand tu vois les supporters, il faut assumer de porter ce lourd maillot qui, voilà, tu vois, aujourd'hui, je me rends compte quand je vais en Vélodrome, putain, j'ai pas assez profité de cette ferveur. Le stade Vélodrome, c'est quelque chose. C'est quelque Sincèrement. Mais sincèrement, quand tu arrives au Vélodrome, que tu viens en tant que supporter, c'est une expérience à vivre. Quand tu vois tout ce stade chanter aux armes et tout ça, c'est une année après, cette équipe est en finale de Europa League. Bon, il y a eu des transferts de fait, Oui. mais tu sais, sincèrement, des fois, on était porté par le Vélodrome. Sincèrement, même moi, pour ma carrière, Ouais. l'exigence qu'ils ont mis vis-à-vis de moi, l'attente, l'exigence. On avait joué un match à Saint-Etienne, j'avais, comme j'ai dit, je ne dirais jamais de mal de mes anciens Bien clubs. sûr. J'avais été plutôt élogieux. Le match d'après, j'ai des banderoles, retourne à Saint-Etienne, casse-toi et compagnie. Mais si tu ne prends pas de recul, tu peux comprendre. Mais quand tu joues à l'OM, occupe-toi que de l'OM. Parce que j'avais entre les jambes l'humeur des Marseillais du lundi matin. Il fallait leur faire passer un bon week-end. Ok. Et ça, quand tu es capitaine de l'OM, tu ne peux pas parler d'autres clubs. Et c'est la vérité. Oui, ok. T'étais émotionnellement parce que c'était ton osmose. Oui, Je oui. pense, En France, c'était en France. ma plus belle année. Surtout que, voilà, j'ai de fêter ces victoires, ces beaux moments entourés de tes amis d'enfance qui sont tous supporters de l'OM. L'OM m'a donné cet amour que j'avais jamais reçu en France, sincèrement. Cette célébration que t'as, Ouais. d'où elle vient? La panthère, Ouais. le lion. Ouais. Bon, c'était quand j'étais petit, il y avait eu un joueur à Saint-Etienne qui l'avait mimé. Ok. Et en plus, c'était contre un match contre l'OM. Et puis, c'était aussi pour rendre un fervent clin d'œil à Salif Keita, qui était une légende du football africain. Ouais. Et donc, c'est pour ça que Saint-Etienne s'appelait, l'emblème, c'était la panthère. Et paix à son âme, il est décédé il y a quelques années. C'était pas ma génération qui a marqué le football français, notamment Saint-Etienne et Marseille. Et le fait, en plus d'avoir fait ces deux clubs comme lui, c'est un petit clin d'œil au football africain et notamment à Salif Keita. Si tu fermes les yeux pour finir sur l'OM, quel souvenir te revient en premier? Mon dernier but. Ton dernier but? Mon dernier but, parce que l'OM, c'est un club qui doit toujours, chaque année, être européen. Ouais. Qu'il soit dans une bonne saison, dans une bonne ère avec un grand président, ou des fois, quand c'est un peu plus dur. Et c'était important qu'après une année où ils avaient terminé 14e, le fait de laisser la maison propre en marquant ce but face à Bastia, et me dire, voilà, Marseille européen, et j'avais marqué pour la première fois 20 buts en Ligue 1. C'était, voilà. Surtout que quand je signe, le président ne me reconnaît pas, tu vois. Il ne sait même pas qui je suis. C'était une période difficile, tu vois. Et je m'étais juré de faire, dans ma carrière, jouer à l'OM. Ouais. C'était des responsabilités que j'avais peur d'assumer, mais une fois que tu y es, voilà, tu l'as fait avec classe. Je l'ai fait avec brio et succès. Ouais.
Du coup, tu pars. Je parle comme les grands joueurs, comme Drogba l'a fait avant moi au bout d'un an. Heureusement d'ailleurs, parce qu'après, tu sais, les années Eh oui, t'es parti au bon se moment. suivent, mais Ne ne se se ressemblent ressemble pas, pas. ouais. Mais c'était un réel plaisir. J'ai fait des magnifiques rencontres, des supporters. Je parle encore avec certaines personnes, notamment il y avait une supportrice qui s'appelait Colette. Ouais. Elle est magnifique. C'est une magnifique personne avec sa famille qui sont, je pense, des winners, du groupe des winners et tout ça. J'ai fait des belles rencontres. Et voilà, des fois, on discutait avec les supporters. Par exemple, il y avait même Rachid aussi, qui est aussi un membre des groupes. C'était plaisant. Vraiment, c'est une grande famille et c'est une fierté de faire partie de cette famille. Au final, cette famille, elle t'a donné les armes, la force pour aller dans un autre grand club. Oui. Tu pars en Turquie. C'est des jumeaux. Hein? Je pense que c'est deux jumeaux, deux volcans. Deux volcans, ouais. Et il y a beaucoup de respect entre les deux clubs. Même si le dernier Marseille-Galatasaray s'est même mal passé, mais c'est deux clubs qui se ressemblent. Et tu vois, par exemple, quand je vais en Turquie, on dit, oh, il vient de Marseille. Il dit, c'est un joueur qui connaît cette pression-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a eu ce débat-là avec Sacha Boué, qui n'avait pas trop de temps de jeu ces derniers temps, enfin l'année dernière, et qui était en pourparlers. J'ai dit, Marseille, bon, il a fait le choix parce que je pense qu'il doit rester au Bayern et puis essayer de s'imposer. Mais quand il y a eu ces rumeurs pour Marseille, je me suis dit, tiens, c'est bien parce que c'est ce qui va lui rappeler un peu Galatasaray. C'est des clubs très chaleureux, qui donnent beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de passion autour du club. Et il faut un dévouement pour ces équipes et ces couleurs. Tu as cette fameuse phrase où tu dis le Vélodrome, c'est l'ambiance. Et à Galatasaray, c'est la ferveur qu'ils ont. C'est la ferveur. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ce qui les différencie, c'est que à Marseille, tu as quand même des VIP, tu as plein de loges, et les mecs, ils viennent en costume et ils ont une tenue. En Turquie, quand je te dis c'est la ferveur, c'est que tu peux être assis à côté de la plus grosse fortune de Turquie ou du président, il déchire sa chemise et tu vois ce que je veux dire, il rentre sur le terrain. Et ça, à Marseille, tu vas voir ça sur les virages, un peu à gagner, mais le mec qui est là-bas, il va se tenir. Donc, c'est pas tout le stade qui va chanter et tout ça, même si c'est une grosse caisse de résonance, le Vélodrome. C'est ça qui les différencie. Mais oui, quand tu vois 67 000 personnes t'acclamer. Parce que tu es devenu une légende là-bas. Tu es vraiment devenu une légende. Galatasaray, j'ai passé vraiment des moments énormes. C'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est gagner un titre. Tu sais, quand tu gagnes un titre avec Galatasaray, c'est aussi, tu vois, le centre d'entraînement, il est envahi de personnes. Le lendemain, tu vas au stade et puis on fait une grande fête. Et tu sais, les Turcs, ils ont toujours cette tendance de faire les choses en grand. Ouais. Et franchement, pour le coup, c'est en grand. Tu vois, et puis, c'est mon premier titre. Tu vois, moi, j'ai jamais eu la chance de gagner un titre avec Lyon, avec Marseille. J'ai gagné une Coupe de France, mais c'était pas ça. Mais gagner un titre avec Galatasaray, vraiment, c'est comme si tu gagnais un titre avec l'équipe de France. Proportion gardée, parce que Galatasaray est un club qui compte 30 millions de supporters. Tu vas en Allemagne, quand on jouait un match en Allemagne, je te jure qu'on remplissait un stade de 40 000 personnes. Tu vas jouer en Autriche, tu remplis un stade de 40 000 personnes. Incroyable. C'était incroyable. Dans chaque ville, chaque fois qu'on descendait de l'aéroport, tu le vois, tu vois, le stade, il est rempli. 60 000 personnes, 50 000 personnes remplies. Il n'y a que là-bas que tu peux voir ça. Ou bien même cet accueil à l'aéroport où il y a 5 000 personnes, tu vois. Et t'as vraiment aimé la Turquie, aimé la ville? Non, j'ai aimé Galatasaray et j'ai aimé la Turquie. Franchement, en France, on s'en rend pas compte, mais c'est des clubs qui ont une force énorme. Après, voilà. Et la vie là-bas, humainement, la vie, Istanbul, c'est une ville qui a traversé 5 décennies avec son histoire. C'est magnifique. C'est énorme et je la connais pas encore. Chaque fois que j'y vais, je visite une partie et c'est une ville riche en histoire. Et puis le peuple turc, vraiment, c'est un peuple généreux qui est passionné de football, mais
Après le football, il y a une vie. Et franchement, la qualité de vie avec cette gentillesse, cette, cette hospitalité, vraiment, voilà, j'ai été heureux là-bas. Est-ce que ça t'a changé un peu la vision de la vie, du coup, de voir Oui, oui, mais ma vision de la vie a changé parce que ben, on est issu d'Afrique et le fait d'avoir voyagé, d'avoir cette culture, d'aller au Sénégal, ça m'a permis de voyager et d'être même très heureux dans les pays comme, très à l'aise dans les pays comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite. tu pars à Galatasaray, Ouais. et puis pareil, un gros club en Turquie, Ouais. et tu décides de encore partir, mais là sur un autre gros club. Ouais. Tu pars à Al Hilal. Mhm. Deux salles, deux ambiances au niveau de la Turquie. C'était un challenge qui était sur le terrain et en dehors. À Galatasaray, à Marseille, je venais, mais je n'étais pas le plus grand joueur Ouais. de l'histoire du club. Je n'étais pas le premier à vouloir venir jouer étranger à Marseille ou à Galatasaray. Il y a eu des grands joueurs qui sont venus après. Voilà, Drogba, Oui. pour Marseille, Papin et tout ça. Mais à Hilal, avec cette mondialisation, avec les réseaux sociaux qui arrivent et tout ça, c'était la première fois qu'on s'intéressait au football saoudien. Tiens, il y a un international français qui arrive, où il est parti après avoir tout gagné à Galatasaray. Est-ce qu'il est venu que pour l'argent? Tout le monde disait ça. Alors derrière tout ça, il y avait un projet T'avais un vrai projet. gouvernemental. Oui. Et les Saoudiens, quand ils font les choses, et vous l'avez bien compris, ils ne le font pas à moitié. Et j'ai été content d'être le premier joueur. Voilà. Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté, parce que le fait de l'avoir bien fait, ben c'est ça qui ont poussé aussi, même s'ils ont une vision, mais ça a confirmé leur vision et dire, ben, tu vois, Gomis est venu, il nous a fait gagner des titres, il a bien interagi avec les supporters, ça nous a donné une visibilité à l'international pour notre club qui est à Al Hilal. Et voilà. Tu l'as choisi comment ce club? Par rapport au... C'est lui qui m'a choisi. D'accord. Mais tu avais d'autres propositions? J'avais d'autres propositions, mais surtout l'envie de rester à Galatasaray. Mais voilà, de voir l'Arabie Saoudite, ce projet qu'on m'a présenté, encore une fois, avec cette dimension gouvernementale, Ouais. d'être le premier joueur d'un tel projet avec les moyens qu'ils mettent. Donc voilà, c'était une fierté. Après, c'était juste de réussir, parce que comme je l'ai toujours dit, c'est une pression énorme. Eh ben, c'est ce que tu dis souvent, c'est que c'est le club où tu as eu le plus de pression. C'est le club où j'ai eu le plus de pression, parce qu'elle reposait surtout sur moi. Il ne suffit pas que de marquer, tu dois gagner. Oui, c'est pas que marquer, c'est faut gagner. Tu es à l'OM, si tu marques et tu ne gagnes pas, bon, on va trouver la solution. Bon, il me manque un ailier, il me manque un gardien, bon, l'entraîneur n'est pas bon. Mais là, tu te dis que c'est un club qui a été 2 fois en Ligue des Champions et chaque fois qu'ils l'ont perdu, l'attaquant il est parti derrière. Donc là, tu viens, ils t'ont donné les moyens et c'est toi qui dois apporter cette expérience que tu as gagnée à Galatasaray, à Marseille, à Lyon. Tu dois la mettre et des fois, il ne suffisait pas que de marquer. Il fallait réconforter les joueurs locaux, lui donner cette confiance, lui dire c'est bien ce que tu fais. Par exemple, eux, ils ont l'habitude de jouer en moulée, il pleut. Tu vois, tu peux tomber sur une glissade, tu dois aller lui parler. Ouais. Et tu ne dois pas lui parler. Ils ont leur code à eux. Tu ne peux pas crier, ils n'aiment pas le conflit. Donc, tu dois lui parler calmement. Tu vois, tu dois avoir les codes. Et des fois, ces codes-là, c'était de m'asseoir avec eux, boire le thé, discuter, parler de trucs, d'aller chez eux, tu vois, à les inviter au restaurant. Et pour rentrer dans cette culture, de gagner cette confiance. Et c'est ça qui a fait qu'on gagne. Tu vois ce que je veux dire? Et être l'attaquant, moi, j'allais bénéficier parce que tu sais, c'est les joueurs comme ça, s'ils ne t'aiment pas, tu ne fais pas la place. D'accord. Alors, si tu fais ta star, ça ne marchera pas. Tu dois te mettre à leur niveau et on est en équipe. Et c'est ça qui est beau dans le football. Mais oui, en vrai. Tu vois, c'est comme nous aussi en France, quand on avait un étranger qui venait et qui se la pétait un peu, on lui rendait le week-end difficile, on ne faisait pas la passe, je fais la passe à mon copain, tu vois ce que je veux dire? Alors que s'il vient et s'impose, c'est pareil. C'est pareil. Donc, il faut oublier que tu étais la star de Galatasaray, la star de l'OM, tu viens, tu remets tous les compteurs à zéro et tu te mets à leur niveau. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, la carrière est terminée. Et je
j'appelle mes coéquipiers, on peut discuter, on peut parler. Ils se rappellent encore Ils se rappellent. J'ai une relation, tu vois, au-delà du joueur, j'ai une relation humaine avec les Saoudiens qui est énorme. Qu'est-ce qui a le plus changé aujourd'hui dans le football? Le football aujourd'hui, par exemple, l'attaquant, il doit être plus mobile, il doit participer au pressing. Moi, j'ai été là, à cheval sur 2 générations. J'ai connu ce football-là et j'ai connu le football d'avant. Mais quand j'ai débuté, les équipes ne ressortaient pas de derrière. D'accord. Aujourd'hui, le Et premier qu'est-ce qu'on pense? attaquant, c'est très bien, c'est l'évolution. D'accord. Tu vois, moi, sur la fin, ou bien quand je jouais dans certains clubs et que le gardien, il était seul, il pouvait relancer de derrière et dégager, ça m'agaçait. Parce que tu sais pourquoi j'ai arrêté ma carrière? Parce que je ne sais pas jouer pour une équipe qui joue le maintien. Je ne pense pas être un bon joueur ok. pour ça. Parce que tu sais, moi j'ai toujours été habitué à être dans la partie adverse et jouer le pressé, récupérer le ballon et avoir le ballon. Tu t'imagines quand tu joues dans une équipe qui est 17e ou 15e ou 10e, des fois tu ne touches pas le ballon, tu dois faire que des transitions, défendre, contre-attaque. Je n'ai jamais été un attaquant de contre-attaque. Je ne sais pas. Pour moi, de ressortir de derrière, d'avoir le ballon, avoir un milieu de terrain qui est une plaque tournante, moi, la planche, on appuie, le ballon, il vient. J'ai des joueurs comme Thauvin, Payet, Sanson, en France, ou à Lyon, j'avais Lissandro. Tu vois, on se trouve. Tu imagines aujourd'hui, tu me dis, va jouer au Havre ou à Montpellier de l'année dernière. Bien sûr que j'aurais été capable de marquer 10, 15 buts. Mais tu ne serais pas régalé. Mais j'aurais pas pu courir parce que tu dois partir de trop loin pour marquer, tu vois. C'est pas ma façon, c'est pas mon registre. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas pouvoir apporter quelque chose. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière tôt, enfin tôt, à 40 ans, mais j'ai pas voulu forcer parce que j'ai reçu des propositions, mais je pensais pas que j'allais apporter, bien sûr, dans la vie de vestiaire, dans la vie de groupe, participer au développement, mais je pense que j'avais fait mon temps et je me suis dit que il est temps d'arrêter et de passer cette étape parce que les dernières années, par exemple, la Galatasaray, j'ai marqué des buts, mais j'ai surtout aidé à développer certains jeunes, comme aujourd'hui qui jouent, comme Barish, qui a une valorisation de 30-40 millions, qui est demandée par les clubs anglais, comme Younous, qui est souvent le capitaine. C'est des joueurs qu'aujourd'hui, ils ont une valeur importante dans le football turc. Et Kerem qui jouait à Benfica, qui a été racheté par Fenerbahçe, qui joue pour l'ennemi aujourd'hui. Mais je suis content d'avoir apporté ça. On sait que tu es quelqu'un de très engagé et tu soutiens plusieurs causes. Tu peux nous parler un peu de ton rôle à l'UNFP? Oui, bon, déjà, je pense que quand on est joueur, on a un devoir de performance quand tu as été joueur. Et tu as un devoir de véhiculer cette bonne image, de représenter, parce que quand tu es footballeur, tu as un impact énorme sur les personnes. On te regarde comme un exemple, tu as un devoir d'exemplarité. Tu dois te sentir utile. C'est ça qui t'a motivé pour aller? C'est ça qui m'a motivé de répondre présent à cet appel de l'UNFP qui est d'aider mes confrères, les joueurs ou les joueuses en difficulté. L'UNFP a dégagé un fonds de solidarité. On a 500 000 € et on aide des joueurs en difficulté pour se former, payer une formation. Des fois, c'est malheureusement des problèmes financiers. Ils ne peuvent pas finir leur fin de mois. Ils ont des familles. Et je pense que c'est le rôle de l'UNFP. Et puis nous, avec ce comité d'anciens joueurs et de joueuses, on essaie de voir les dossiers. Et c'est très humain. Et c'est ça aussi le foot. Parce que je pense que quand on arrête le foot, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la difficulté. Et c'est bien que l'UNFP, en choisissant ce comité, vient en aide à certaines personnes. Après, et c'est une façon, pardon, je te coupe, mais c'est une façon pour toi de donner, enfin de rendre ce que le foot t'a donné? Oui. Mais ça, c'est l'UNFP qui le fait. Mais moi, je n'ai pas attendu l'UNFP pour le faire. La chose dont je suis le plus fier, c'est j'ai un orphelinat
va sortir de terre bientôt, et essayer de sauver des vies. Et puis au-delà de ça, même, voilà, j'avais un très gros contrat et j'avais des primes. Et là-bas, les primes sont souvent très grosses. Et c'est important, par exemple, pour moi, de dire, je viens en Arabie Saoudite, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a de tout. C'est pas que des riches en Arabie Saoudite, c'est un peuple. Tu vois, au Qatar, ils ne sont pas beaucoup, en Dubaï, ils ne sont pas beaucoup, mais en Arabie Saoudite, c'est un peuple. Et c'était important pour moi de me dire, ben, je dois participer. Tu vois ce que je veux dire? Je dois être généreux parce que je reçois l'amour de personnes riches, un prince. Des fois, il vient, il m'offre une belle voiture et tout, mais des fois, il y a des personnes qui m'aiment et qui me supportent. Quand je ne marque pas, ils pleurent. Il y en a, ils se tatouaient en Turquie, ils se tatouaient. Donc, c'est important de participer, participer à cet écosystème. Et moi, toujours, c'était mes primes, ben, je redistribue. Donc, je suis pas, par exemple, je ne suis pas de confession musulmane, mais il y avait beaucoup de musulmans qui, comme c'est des pays, eux, qui m'envoyaient des prières de la Mecque, qui me disaient allez là, va gagner Gomis meilleur buteur, là, j'ai prié pour toi et tout. Et c'était important, tu vois, c'est pour ça que, par exemple, au Sénégal, il m'est arrivé de participer à des constructions de mosquées. En Arabie Saoudite, des fois, ben, voilà, j'allais voir les plus démunis, ben, quand c'était l'Aïd, je les aidais. Ici, par exemple, à Saint-Étienne, chaque hiver, à Noël, ben, je livre 500 repas. J'étais encore la semaine passée pour La Réunion, pour essayer d'aider et de redonner ce que la vie nous a offert à nous, les sportifs. Bravo. J'ai la chance d'avoir bien gagné, et puis j'ai toujours eu pour dicton, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui rend, et on a tous des mains, on a juste été un peu plus chanceux que les autres. Je ne peux pas dire que j'ai été le plus talentueux, le plus fort. C'était légendaire quand même. Oui, mais j'ai grandi dans un quartier où j'étais pas le meilleur, et j'ai eu cette chance-là parce que j'ai eu un accompagnement, j'ai été au bon endroit au bon moment, je me suis battu bien sûr, mais c'est bien de redistribuer, tu vois, c'est important, c'est important, et j'espère un jour pouvoir continuer à le faire et d'apporter ma pierre à l'édifice au football. Donc là, tu retraité. Ouais, je viens de retraiter, ouais. Tu nous parlais tout à l'heure de FIFA. Oui, j'ai commencé à... Je vais pas j'essaie de creuser un peu. Non, j'aimerais rester dans le foot, donc je me forme, et j'ai toujours eu cette curiosité d'avoir cette sympathie de rencontrer des personnes. Et du foot d'ailleurs, et ça te fait un réseau. Et les relations, ben, ça s'entretient. Et puis donc je voyage beaucoup, on m'invite beaucoup après ma carrière. J'ai un programme assez chargé, et puis je regarde les structures, et puis je regarde les façons de travailler, les bonnes écoles, parce que c'est important de savoir, même si aujourd'hui il y a la data, mais où il y a les bons joueurs, les écoles de foot qui travaillent bien, les clubs qui travaillent bien, et pour être prêt quand je pourrai avoir un projet qui me correspond, avec lequel un club avec lequel je pourrais travailler. Qu'aimerais-tu que les supporters retiennent de toi, Bafé? Les supporters, voilà. Ben, il y a deux choses. C'est tout club différent. Il y a deux choses. Le joueur, mais surtout l'homme, l'être humain, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui reste. Voilà. Okay. Je pense que laisser une trace humaine, vous savez, quand vous terminez votre carrière, des buteurs, les clubs, ils en trouveront. Mais si tu as été une bonne personne pendant ta carrière, en général, quand tu reviens, des personnes comme les intendants vont prendre le temps de rester, au lieu de retourner à leur occupation, de rester, prendre de tes nouvelles, parler de la vie. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Tu vois, quand je revois les salariés qui étaient dans l'ombre, et que tu as pris le temps, quand tu es en pleine lumière, de saluer, de discuter. Et quand je reviens, on se fait des accolades et tout ça, c'est ça qui me rend le plus fier dans n'importe quel club, que ce soit Lyon, Marseille ou Saint-Étienne. Ou Troyes, parce que j'ai défendu Troyes, et ça a été une étape très importante pour moi. Et je vais te poser une série de questions, enfin je vais te poser une série de mots. Faut que tu me donnes la définition. Ça va. Bullshit. Bullshit. Oh là là. Ouais, c'est... ça...
Voilà, tu m'as surpris là. Bon, c'est des langages qu'on avait entre mes vrais amis. Ok. Donc, il y a Eric Marester, Johan Benaloane, Dabo, Blaise Matuidi. Okay. Et donc, c'était une façon de s'appeler. Ouais, on les salue. C'est une façon de nous appeler entre nous. Erita Ilunga, ouais. Mouf. Mouf. Ah, putain, ouais. Ça vient du dialecte camerounais. Un dialecte camerounais pour dire « Ah, c'est bon, laisse-moi, mouf ». On fait pas ça, ouais. C'est aussi dans d'autres façons de parler. On avait une façon de parler quand on était jeune. 6-4. Putain, tu as fait un beau travail de journaliste. Hein. C'est bon. Ah, ça, c'était quand on était dans nos combinaisons, là. C'était pour masquer. Il m'en reste 2. Régra. Ah ouais, non, ça, c'était... On passe. Ouais, on passe. Vaut mieux passer. Je termine par le sparring. Oh là là. Bon. Ça c'est quand on était jeunes, on sortait, on était célibataires. Ouais. Et on voulait souvent des sparring partners. Donc c'était notre façon de parler des gens. Là, ça voulait dire ta copine, tu vois. Ouais, c'est ton sparring. Ouais, c'est ton sparring, voilà. Oh putain, là tu me rappelles à l'enfance, là, on avait 18 ans. Ah ouais. Bah, merci pour ces moments. Ah, plaisir. T'as le mot de la fin. Ouais, non, ben, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir de passer cette heure avec vous et pour ça, je vous encourage à continuer à faire ça parce que c'est important d'avoir, c'est les nouveaux médias, c'est important d'avoir ces conversations, de discuter parce qu'il y a plein de jeunes ou plein de passionnés de football, comme il porte son nom, addict au football, qui aiment voir les footballeurs ou les personnalités en dehors de ce qu'ils voient à la télé, les matchs, les vestiaires, où c'est toujours un peu les mêmes tactiques, les mêmes discours. Et c'est bien d'avoir parlé un peu de tout. Là, c'est le but. Ouais, plaisir. Je te remercie, au plaisir. Allez, plaisir.